Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, le Puy-en-Velay Saint-Jean-Pied-de-Port. Première étape. Le Puy-en-Velay Saint-Christophe-sur-Dolaizon, 760 km. Pourquoi je marche vers Compostelle? Cette question est déjà à l'ordre du jour dès le départ puisque partie de la cathédrale du Puy, juste débarqué du train vers 17h, la créanciale acquise l'année dernière, je dois me diriger vers Saint-Christophe-sur-Dolaizon où Madame Allègre, prévenue pour le dîner, m'attend. Mon sens incertain de l'orientation, pour sortir de la ville, me fait perdre beaucoup de temps. Trop pressé par l'émotion, je dois galérer dans la ville pour retrouver enfin le bon chemin. Il fait un vent violent sur le plateau qui s'élève au-dessus de la ville du Puy. Le souffle par endroits a tendance à me projeter sur le côté. Je dois être très vigilant d'autant que sous les pieds les cailloux roulent sur le sol gorgé d'eau. La veille, un orage violent a rendu le chemin humide et glissant. Vers le nord, les anciens volcans dessinent une ligne de crête qui s'étend à l'infini. Théâtre de bouleversements, il y a des millions d'années, cette terre a rougeoyé du feu de la lave incandescente dévalant des sommets. Elle a essuyé les pluies de lave et de cendres surgissant des cratères en furie. Au début de notre ère, l'homme s'y est installé. Il a dû ramasser les pierres pour délimiter les champs et cultiver la terre. Que de cailloux dans ces murets qui forment une protection du chemin et en ce moment, me protègent du vent. Il fait presque nuit quand j'arrive chez Madame Allègre. Je connais bien la maison. L'année dernière j'étais venue en repérage sur les lieux. Je lui avais dit mon intention de réaliser le chemin dès la première année de ma retraite et que le projet était prévu cette année. De même, l'année dernière, j'avais assisté à la messe d'envoi des pèlerins et reçu la créanciale. Indispensable pour faire le chemin, il faut la demander au bureau de la cathédrale du Puy. Je rejoins les autres clients de ce gîte rural avec qui la conversation s'éternise. Je suis le seul pèlerin du groupe ce soir. À voir leur visage, je devine qu'ils sont surpris de me voir arriver si tard avec le sac sur le dos comme un vagabond. Mon projet leur semble surréaliste. Ils veulent savoir pourquoi je fais le chemin, les raisons de ce qu'ils qualifient d'aventure. Quelle idée! Grande question, comme si je savais au juste, mais c'est peut-être un désir de combler le vide laissé après une activité professionnelle intense, en ce début de retraite. Un souci de changement par rapport au train-train, de la monotonie ambiante. Une motivation pour l'entraînement physique nécessaire à la bonne santé. Une volonté de rupture par rapport au matérialisme ambiant. Une marche du désert, pour combler le vide entre deux étapes, de la vie active à la retraite. Autre question, pourquoi maintenant si tard? Mais je ne pouvais réaliser mon projet qu'à la retraite puisque mon travail de paysan, les soins aux vaches ne m'ont pas laissé le loisir de partir plus tôt. Partir oblige à se documenter, à prendre des renseignements et à s'entraîner, ce qui est indispensable à partir du Puy car les difficultés du chemin commencent dès les premières étapes et ne laissent pas de répit, surtout en période de chaleur. Il n'est pas une étape, à part les champs de maïs des Landes, qui n'est pas quelques côtes pour apporter son lot de difficultés. Je suis donc parti la première année de ma retraite, du Puy-en-Velay, pour réaliser la partie française du chemin jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. En ce qui me concerne, il n'y a pas d'exploit dans ce projet, c'est plutôt une démarche d'humilité que de parcourir ce chemin. Il est tard quand je rejoins la chambre. Pour la première journée je me sens bien, tout s'est bien passé, c'est l'excitation de la découverte. Le sommeil viendra rapidement, dans cette ambiance de ferme que je connais bien, pourtant ponctuée par le beuglement de quelques animaux. C'est une très bonne journée. Me voilà donc lancé dans la réalisation de ce projet, que j'avais depuis si longtemps. Je ressens beaucoup d'enthousiasme, et de l'appréhension aussi. Le chemin traverse de paisibles paysages. Deuxième et troisième étape. Monistrol d'Aliesaugue. Fatigue et chaleur se font déjà sentir sur mon état physique et moral. Le corps n'est pas encore bien rodé, et les pieds commencent à donner des signes de douleur. Quant au moral, les appréhensions arrivent, le doute s'installe. Un si long chemin. Pire, les difficultés sont à venir. Ce matin, j'en suis à la côte de Monistrol d'Allier. Ah, cette montée, c'est vrai qu'elle est difficile. En d'autres temps je l'aurais gravie facilement,
mais aujourd'hui, je dois avouer mon humilité d'être contraint à des pauses répétées. 2 filles d'une vingtaine d'années sont passées, elles montent allègrement. C'est d'autant plus frustrant quand je me sens fatiguée à côté. Je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce la fatigue, le moral? Est-ce que le sac est trop lourd, peut-être toutes ces raisons à la fois? Je sais que la chaleur, même à 10 heures ce matin, est étouffante, mais j'ai des réserves d'eau. La consommation modérée et répétée compense à mon avis la déshydratation. Alors je décide de ralentir pour ménager mes forces, et de prendre du repos au plus vite. L'environnement est aussi pesant. Pas un pèlerin au long cours, sur seulement une petite dizaine rencontrés. Ils sont là sur une 8aine de jours. Jeunes pour la plupart et en congé, ils marchent quelques jours seulement. Nous sommes ici dans les monts du Velay. La plateforme volcanique a laissé un terrain bouleversé, travaillé par les hommes en vue de culture et surtout de pâturage. Le chemin emprunte de larges pistes caillouteuses aménagées pour la draille. À l'origine, c'était la transhumance des troupeaux, principalement des vaches, pour aller à la pâture à la saison de l'herbe, l'été. Désormais la draille, à la belle saison, c'est surtout la longue convergence des pèlerins que nous sommes qui vont presque instinctivement vers cet ailleurs, Compostelle, littéralement traduit par chant des étoiles. Comme une attirance magnétique. Pourquoi cet engouement? Pourquoi tant de personnes se mettent-elles en marche sur ce chemin sacré ou mythique pour quelques-uns, reconnu par l'UNESCO comme faisant partie du patrimoine de l'humanité? Nul ne saurait y répondre précisément, chacun y allant pour de bonnes raisons personnelles, sportives, culturelles ou religieuses. Ce qui est sûr, c'est que le projet suscite une exaltation et de l'enthousiasme, presque une sublimation quand les ampoules sont autant d'épines qui rendent la démarche douloureuse. Les quelques abandons pour des raisons physiques que j'ai vus sont des déchirements, presque de la rage et toujours cette envie de revenir, de vaincre l'adversité. Je fais halte au gîte du pèlerin à Saugues où je suis le seul hôte. Dépôt du sac et déjeuner en ville en compagnie des bergers rencontrés par hasard, avec qui la conversation s'éternise. Entre paysans, nous avons des affinités. J'apprends que l'activité pastorale se meurt dans la région, mais qu'il y a de jeunes agriculteurs en nombre suffisant qui s'obstinent à vivre sur cette terre plutôt ingrate. Visite de la ville et de l'église en particulier, où j'ai remarqué cette prière qui semble adaptée à mon cas. Va, pèlerin, poursuis ta quête, va sur ton chemin, que rien ne t'arrête. Prends ta part de soleil et ta part de poussière, le cœur en éveil, oublie l'éphémère. Tout est néant, rien n'est vrai que l'amour. N'attache pas ton cœur à ce qui se passe. Ne dis pas, j'ai réussi, je suis payé de ma peine. Ne te repose pas dans tes œuvres, elles vont te juger. Garde en ton cœur la parole, voilà ton trésor, liturgie des heures, église de Saint-Antoine. Un peu plus tard, rencontre de Yann, un pèlerin avec qui je prends un pot. Celui-ci fait aussi la visite de la ville, avant de continuer son chemin. Nous étions ensemble hier soir au gîte de Monistrol d'Allier. Je pensais dormir seul dans une chambre de 3 lits superposés, quand tard dans la soirée, il est venu avec une fille que je croyais être sa compagne. C'était une coïncidence, confie-t-il. Ils avaient eu juste le temps de faire connaissance avant d'arriver au gîte. Nous ne savons pas son nom. Elle vient de Suisse, est partie de Berne et en est à son 14e jour de marche sur le chemin. Nous avons remarqué qu'elle mangeait très peu. Avec un repas très léger hier soir, nous pensions qu'elle allait se rattraper ce matin avant de partir. Eh bien non, une banane pour le petit déjeuner, c'est tout. Mais elle ne peut pas manger beaucoup, le midi, pour une bonne digestion. Comment fait-elle alors pour tenir? Elle dit ne pas avoir faim et que sa nourriture frugale lui convient. Son allure de marche ne faiblit pas, elle ne donne aucun signe de fatigue. On pourrait penser qu'elle puise son énergie dans ses réserves mais non, elle est tout simplement élégante. Son cas nous interpelle et nous nous posons bien des questions. Au point de vue de la condition physique, nous n'avons pas les mêmes besoins. Elle nous a dépassés, ses étapes étaient plus longues que les nôtres. Nous n'avons plus eu de nouvelles. Elle allait vraiment plus vite que nous. 4e étape. Direction, le village des Roches. Le chemin à la sortie de Saugues est très aisé. Au bas de la ville, les bras d'une immense statue de Saint-Jacques en bois, avec sa coquille et sa besace, nous indiquent la bonne direction. Sa représentation débonnaire,
est une incitation à persévérer dans la voie. Son expression semble dire « Allez, vas-y, c'est par là. Courage ». Nous sommes ici sur le plateau de la Margeride, un pays granitique recouvert de landes avec des bruyères et quelques arbres chétifs. Des blocs de granit accompagnent le paysage. Parfois un amoncellement de ces grosses pierres en désordre s'élève au-dessus de la végétation. Nous sommes à une altitude de 800 à 900 mètres environ. Pays de petits vallons où souffle aujourd'hui un vent frais pénétrant. Le temps a changé. Après la chaleur et l'orage de la veille, c'est le froid. Sur ce plateau, le temps gris, venteux, fait craindre une aggravation avec de la pluie, qui n'arrivera pas. Mon humeur est à la morosité et à la résignation. Je vais tête baissée revêtu de ma tenue de pluie, attentif seulement aux traits blancs et rouges qui balisent le GR65. J'essaie de ne pas penser à la distance, de parcourir les kilomètres comme s'ils n'existaient pas. C'est ainsi que j'avance en me défendant contre moi-même. La fatigue et aussi insidieusement le découragement étirent la distance au-delà du raisonnable. Ma volonté n'en peut plus de lutter contre le temps. Les quarts, les demi, les heures semblent s'éterniser. Impossible de m'arrêter pour la pause du casse-croûte du midi, il n'y a pas d'abri. Je mesure avec pessimisme les difficultés du projet. La route sera longue 1563 km. Il faudra beaucoup de temps. 2 mois. Il me faudra marcher malgré les difficultés, la fatigue, les intempéries et le découragement comme aujourd'hui. Il n'est pas sûr que je réalise le chemin comme prévu. Qu'importe. L'abandon est possible mais je recommencerai. Le renoncement jamais, tel est mon état d'esprit. Le danger des crampes et des courbatures est à son comble. Tiré du sac, les barres de céréales coupe-faim m'aident à trouver l'énergie pour continuer. Je dois aussi boire souvent et peu à la fois pour éviter les crampes. Dans cette région de bois et de landes, les gîtes se font rares et il me faut atteindre le village de Chanaleille, pour pouvoir enfin poser le sac et manger un peu. Marcher 7 heures sans s'arrêter avec un poids de 14 kilos sur les épaules, c'est dur et épuisant. Comble de malchance, la réservation tentée par téléphone m'indique que le gîte des Faux où je prévoyais de m'arrêter est complet. Il faut donc que je fasse un détour jusqu'au village des Roches pour trouver le refuge de la nuit. Nous sommes en pays de Gévaudan, où plusieurs statues viennent nous rappeler l'histoire de la bête du Gévaudan. Au XVIIIe siècle, cette région était peuplée de loups, dont l'un avait la terrible habitude de s'attaquer aux femmes et aux enfants, dédaignant les troupeaux de moutons des alentours. Durant 3 ans, la bête aurait fait une centaine de victimes, c'est dire la panique qui devait régner dans la région. L'affaire fit grand bruit. S'agissait-il d'un monstre? S'agissait-il d'un loup? Les témoignages ne concordaient pas. Une compagnie de 57 dragons fut envoyée pour tuer l'animal. Rien n'y fit. En 1765, Louis XV envoya son lieutenant de chasse royale. Celui-ci, l'année suivante, abattit un loup de forte taille mais les massacres continuèrent. La psychose s'étendant à tout le royaume, des légendes naquirent autour de cette bête démoniaque. Sur le chemin, est érigée une statue de bronze représentant le chasseur héroïque Jean Chastel transperçant d'un coup de lance l'animal monstrueux. Aujourd'hui nous avons rencontré 2 pèlerines, la mère et la fille qui semblaient avoir des difficultés. Janine et Evelyne, toutes les 2 blondes et se ressemblant, ne sont pas passées inaperçues. Les pèlerins s'accordaient à dire, entre nous, qu'elles étaient d'une grande beauté physique. Janine, la mère, n'en pouvait plus. En montant les côtes, elle s'arrêtait de temps en temps pour reprendre son souffle, exténuée de fatigue. La fille, Evelyne, pressée comme une gazelle, exhortait inlassablement sa mère à continuer le chemin. La fougue de ses 20 ans, l'exaltation de ce projet, l'incitait à aller plus vite. Impatiente, elle avait allégé le sac de sa mère pour augmenter le sien. Janine nous confiera que c'était sa fille qui avait eu le projet de faire ce pèlerinage. N'en démordant pas et ne voulant pas la laisser seule, elle s'était résignée à l'accompagner. Mais elle n'était pas entraînée, avait simplement fait des marches à pied les jours fériés dans sa région sans difficulté. Le chemin lui menait la vie dure. Elle pensait abandonner tous les jours, mais toutes les 2, nous les revoyions le lendemain. Nous savons du père qu'il suivait le périple de très près, téléphonant souvent et qu'il avait prévu de rapatrier son petit monde au moindre appel. Mais la fille était butée.
Elle disait vouloir aller à Saint-Jean-Pied-de-Port coûte que coûte, à la grande désolation de ses parents. Nous les avons rencontrés jusqu'à Espalion, et après nous n'avons plus eu de leurs nouvelles. Peut-être ont-elles raccourci leurs étapes? Peut-être ont-elles tout simplement abandonné? Pays d'élevage et de troupeaux. Le chemin traverse des pâturages où pèsent des vaches de race Aubrac toujours bien paisibles. 5e étape. Direction Aumont-Aubrac. Ce matin au réveil, Anna l'anglaise est désespérée. On la sent tout près de fondre en larmes. Dans le grand dortoir au village des Roches où nous sommes, elle va boitant. Son genou est enflé et douloureux. Kinésithérapeute dans un hôpital à Londres, elle sait qu'elle doit impérativement s'arrêter. Il lui faut du repos et c'est la mort dans l'âme qu'elle s'y résigne. Elle nous demande nerveusement où se trouve Conques, Thésée, Cluny, etc., pêle-mêle, comme si elle voulait occuper le temps prévu en France en privilégiant sa culture ou peut-être son recueillement. Tous ces lieux, elle en a entendu parler mais ne sait pas trop les situer sur la carte. Finalement Anna est partie vers Conques, par le car, là où son itinéraire avait prévu de passer. Nous n'en avons plus eu de nouvelles. Nous sommes à ma grande surprise ici, assez nombreux dans le dortoir. Un car a amené un bon nombre de pèlerins qui marcheront selon leurs moyens physiques, parce qu'ils sont en général assez âgés. Le car est le paquebot qui portera leurs bagages et les ramènera au gîte en cas de besoin. Et les vrais pèlerins, ceux qui ne réservent pas selon la vraie tradition, ceux qui portent tous leurs sacs et sont confrontés aux difficultés du moment, ceux-là doivent aller plus loin quand le gîte est complet. Cette situation m'est arrivée, et c'est avec un peu d'amertume que j'ai continué. Le pèlerin doit être philosophe. Patience, résignation, humilité sont nécessaires pour faire face à toutes les situations rencontrées. À leur décharge, ces personnes méritent le respect. Plus âgées que nous pour la plupart, elles n'ont pas l'aptitude physique pour marcher avec le sac à dos. Le car est alors l'ultime moyen d'accomplir la geste pèlerine. Ce matin au départ il fait froid. Je suis surpris de voir de la glace ce 24 août en cette région à près de 1000 mètres d'altitude. Un thermomètre extérieur indique moins 2 degrés. Je m'égare et peste contre le balisage du chemin qui m'apparaît mal fait. Tergiversation, allongement de parcours, et enfin de m'interroger plus calmement. Mon égarement est peut-être dû à mon sens déficient de l'orientation. Je retrouve le bon chemin quand même, sans trop de mal. Nous sommes encore en Margeride, une région mouvementée par l'activité volcanique intense du secteur. Le pays conserve encore des champs d'orgues basaltiques, ces coulées de lave qui, en se refroidissant, se sont figées sur les à-pics rocheux modelant la paroi à la manière des orgues silencieuses d'une cathédrale. Le spectacle apparaît souvent au détour du chemin dans un écrin de verdure. Ces orgues au fil des siècles se sont embellis, les futaies de hêtres les ont entourés habillés. C'est superbe. Les éruptions volcaniques du pays ont laissé un sol accidenté. Si l'érosion a aplani les dômes au cours des millions d'années, il reste que le chemin ici est plutôt sportif. Que de côtes au dénivelé moyen, qui finissent par user les jambes et le moral. Le parcours a l'avantage d'être ombragé. Nous traversons des forêts de hêtres dans les vallées qui sont rafraîchissantes, très appréciées. Étonnant le contraste de température aujourd'hui de très froide ce matin, la journée est devenue torride sous le chaud soleil du midi. Arrivé à Aumont-Aubrac vers 15h, je me sens touriste. C'est la fête au pays. Le vide-grenier a attiré une foule considérable. L'ambiance est celle de la foire avec les stands et les nombreux exposants. Le pèlerin qui passe est une attraction comme une autre. Je suis surpris du nombre de personnes qui me parlent spontanément, me demandant d'où je viens, si le chemin était dur. Quelques-uns sont fascinés parce qu'ils le connaissent un peu pour y avoir passé quelques jours. D'autres en ont entendu parler, et leur curiosité les pousse à en savoir plus. Tous ces pèlerins qui passent les amènent à s'interroger. Pourquoi tant de personnes se lancent-elles dans l'aventure, abandonnant confort et sédentarité pour adopter un statut de vagabond avec tous les inconvénients, provisoires peut-être, mais bien réels? Comme il fait chaud, les gens s'étonnent que nous ne nous plaignions jamais. Ils font état de notre résistance physique, mais nous sommes entraînés désormais et même conditionnés à affronter le pire. Les discussions sont très sympas, de quoi vous redonner le moral et repartir gonflé. Vu l'Allemand Bernard avec qui j'ai fait 2 étapes.
Professeur de français dans un lycée d'Allemagne, il fait le chemin pour la 2e fois et en connaît toutes les difficultés. Solide athlète avec une allure de marathonien, il avait le projet de couvrir des étapes de plus de 30 km et quelle ne fut pas ma surprise de le retrouver ici, 3 étapes plus tard. Mon carnet de route se limitant à 25 à 30 km par jour, je lui avais dit au revoir, mais une méchante douleur à la plante des pieds l'avait contraint à ralentir, on s'est encore retrouvés. Bernard est un homme extrêmement gentil et prévenant. Son rythme de marche rapide et sa connaissance du chemin le font arriver dans les premiers à la fin de chaque étape. Dans les gîtes communaux, il n'y a personne pour nous accueillir, simplement, une affiche nous indique l'heure à laquelle un préposé passera pour encaisser les pensions de la nuit et s'assurer du bon fonctionnement du gîte. Alors, à chaque fois, Bernard prend la fonction de guide, accueillant les pèlerins pour les placer dans les différentes chambres au fur et à mesure de leur arrivée. Professeur de latin et de français, il s'exprime très bien en anglais et en italien, si bien qu'il est toujours très à l'aise quel que soit le parler de chacun. C'est très utile d'être polyglotte quand on sait que 55% des pèlerins ne sont pas français. Et avec cet accueil chaleureux, Bernard sait susciter une ambiance de famille qui fait l'essentiel de l'esprit du chemin. L'ambiance pour le dîner le soir au gîte, c'est l'attente devant le fourneau pour prendre son tour et préparer son repas. Les grandes tablées où chacun se côtoie, échangeant volontiers la nourriture, le vin rouge, toujours 2 ou 3 verres le soir à table, sans exagération. La conversation toujours très riche qui s'éternise parfois, avant d'aller au dortoir. Et toujours la bonne humeur. Je suis ce soir au gîte d'étape, le Calypso, très confortable. Je suis surpris d'être le seul hôte dans un dortoir d'une 20aine de places. Très tard, dans la soirée, un couple viendra pour y passer la nuit. Ce sont des randonneurs qui apprennent à connaître la région et ses sentiers. La journée s'est bien passée, je suis plutôt content. Le moral est bon. 6e étape. Direction Montgros. La lande et les vallées boisées s'estompent peu à peu. Nous arrivons dans l'Aubrac, là où les pâturages s'étendent à perte de vue. Le chemin est tracé à flanc de coteaux, épousant les vallons que nous franchissons à mi-pente. Çà et là subsistent encore des burons, ces abris de pierre pour les bergers en forme de toit triangulaire recouvert de lauze. Ces habitations étaient le plus souvent enterrées ou adossées contre un talus, pour recueillir au mieux la fraîcheur nécessaire à la lente fabrication du fromage autrefois. Le buronnier, c'est ainsi qu'il était appelé, y vivait à la saison d'estive. Il trayait les vaches et le lait servait à la fabrication du laïol, le fromage du pays. Le caillé, séparé du petit lait, était égoutté dans un moule pour y être pressé. Ensuite, broyé, salé et mis en cave pendant 40 jours, la pâte s'affinait pour devenir la grosse boule de ce délicieux laïol à la croûte croustillante. Maintenant, la pratique faite à l'alpage ne se fait plus pour des raisons d'hygiène et de contrôle sanitaire. La tradition continue avec les exploitations agréées. Aujourd'hui, le moral est revenu. Il fait doux, juste ce qu'il faut pour être bien. Mes jambes fonctionnent comme une mécanique, aucune douleur à signaler. Le sac, qui était pesant au départ, ne l'est plus. Il fait partie du corps et se fait oublier sur les épaules. Étonnante capacité du corps à s'adapter. J'étais quand même fatigué hier soir après l'étape, et aujourd'hui c'est la forme. La vie s'écoule tranquille, des vacances quoi, le temps passe simplement, doucement. Jouissance de l'instant qui passe, du silence, de la beauté de ces lieux traversés. Les pèlerins que nous sommes sont libres de tout. Nous marchons dans la nature. Plus de radio ni de télévision, simplement le téléphone pour commander à distance le gîte et le repas du soir. C'est alors l'enchantement, tout devient beau et sublime. C'est ainsi, quand on est détendu, que l'on peut s'interroger sur les questions essentielles de la vie. Pour les pèlerins, les discussions font aussi partie du chemin. Nous sommes ce soir au gîte, chez Rosalie. Bernard la connaît bien, puisqu'il nous l'avait recommandée pour l'accueil et le rapport qualité-prix. Il connaît bien la patronne avec qui il échange quelques plaisanteries. L'établissement ressemble davantage à un hôtel-restaurant, parce que les pèlerins semblent minoritaires dans les salles de service, au complet ce soir. Le décor est plutôt huppé, ce qui est nouveau depuis notre départ. Nous profitons d'un bon standing de confort sans supplément de prix. Ce soir nous dînons avec un couple de Lorrains, Raymond et Marlise,
qui parlent un dialecte allemand répandu également dans la région natale de Bernard. Ils sont heureux d'échanger avec profusion, dans la langue de leur origine. Ils affirment que ce n'est pas de l'allemand, mais plutôt un patois dérivé. Ivan, un Suédois fantastique de 67 ans, s'est joint à notre table. Rosalie fait de la bonne cuisine, abondante. Nous y mangeons bien. Le pèlerin ne doit pas se laisser abattre. Il doit faire le plein d'énergie sans oublier le petit vin rouge, c'est paraît-il recommandé et considéré comme le sang du pèlerin. À boire avec modération, évidemment. Voilà une bonne journée. 7e étape. Direction Saint-Quély-d'Aubrac. Très longue étape pour compenser celle d'hier, trop courte à mon gré. Le temps est à l'orage aujourd'hui avec une chaleur moite et fatigante. Je me suis résolue à presser le pas, sans m'arrêter le quart d'heure habituel pour manger le morceau de pain du midi. J'ai préféré sortir du sac quelques barres de céréales qui m'alimentent en cas de coup dur, pour gagner du temps au vu des nuages de plus en plus menaçants. En fait, l'orage a éclaté juste après mon arrivée au gîte vers 15 heures. Paysage remarquable fait de collines et de monts. Pays d'élevage, vert et plutôt riche où paissent les bêtes de race Aubrac, sur de grands espaces. Nous traversons des pâturages parmi les troupeaux de vaches, toujours accompagnés d'un taureau. Les animaux de race se reconnaissent à leur robe couleur caramel foncé. Leurs yeux semblent porter des lunettes noires, leur tête est couronnée de 2 cornes en forme de lyre. Ces bêtes ont fière allure, ce qui n'est pas sans effrayer quelques pèlerins qui imaginent une scène de corrida, un taureau furieux fonçant ventre à terre sur le matador. Rien de tout cela. Les bêtes sont paisibles, indifférentes au passage des randonneurs qu'elles ont l'habitude de voir. Nous devons ouvrir et fermer les barrières, mais le plus souvent c'est un couloir étroit et spécifique qui nous ouvre le chemin. Dans cette partie du chemin, il n'y a pas d'arbres pour accompagner le paysage. Les fonds de vallée sont de vastes zones humides, des tourbières où les joncs s'invitent à l'herbe des pâturages. Ici, l'activité volcanique de la région n'a pas craché suffisamment de cailloux, la matière première pour édifier tous les murets de pierre séparant les champs. Alors des fils barbelés montés sur des piquets ont été posés en renfort pour clôturer plus efficacement les animaux dans les prés. Ivan le Suédois, homme remarquable et sympathique, est toujours là. Nos plans de marche sont à peu près identiques, et nous nous retrouvons à chaque étape depuis quelques jours. Âgé accent aigu de 67 ans, mais ne paraissant pas son âge, il marche à la manière d'un skieur de fond de son pays. Son allure est à peu près de moitié plus rapide que la nôtre, soit 7 km/h. La nôtre est de 4,5-5 km/h. Il s'appuie sur 2 bâtons de ski qu'il règle en longueur d'une façon précise, suivant les montées ou les descentes. Il synchronise ses jambes avec ses bras en appui à l'arrière pour propulser son corps vers l'avant. Explication venant de lui avec les degrés d'inclinaison du coude que je n'ai pas retenus. Concrètement, il tarde à démarrer du gîte le matin et dit à chaque partant non sans humour « À tout à l'heure ». Soudain il surgit de l'arrière, fond vers nous à la manière d'un Superman, crie « Hello » en passant, puis s'éloigne avant de disparaître. Il arrivera le premier, évidemment. Mais en cas d'erreur de parcours, ça lui arrive à lui aussi, il couvrira moitié plus de distance que nous avant de reprendre le bon chemin. Homme de foi, il lit la Bible à chaque pause en italien pour apprendre cette langue qu'il dit connaître insuffisamment selon lui. J'ai la Bible dans le cœur, ajoutait-il. Il la vit, et en connaît toutes les versions des langues qu'il a apprises. Il en sait tous les chapitres avec les numéros qu'il retient pour entretenir sa mémoire. Il est en admiration devant les psaumes qui sont un hymne à la création et à l'amour de Dieu, à son point de vue. Pour moi, il énumère et lit tous les passages concernant Saint Joseph. Étonnant de dynamisme, il dit que si les facultés baissent avec l'âge, c'est qu'on ne les cultive pas assez. La mémoire ne doit pas baisser, il faut la stimuler. La vitalité doit être entretenue par des exercices soutenus du corps. Si quelqu'un lui fait pitié sur le chemin, alors il s'arrête pour lui parler, le réconforter avant de repartir. Vers Cahors, Ivan semblait fatigué, s'accordant plus souvent des pauses à répétition le long du chemin. Il s'est arrêté pour prendre une journée ou 2 de repos, mais avait l'intention de repartir. Nous savons de lui qu'il est marié, que sa femme n'a pas la condition physique pour le suivre, qu'il a œuvré pour le développement de l'Afrique où il allait souvent et qu'il est amateur de ski de fond dans son pays,
la Norvège. Vu son style, nous n'en avons jamais douté. À l'arrivée, le gîte communal affiche complet, l'inconvénient de ne pas réserver à l'avance. Je loge donc au gîte privé d'à côté. C'est confortable pour un prix intéressant. Le gîte ressemble quelquefois à un bon restaurant. Le repas du soir est toujours copieux. Il faut reprendre des forces pour repartir d'un bon pied le lendemain. 8e étape. Direction Espalion. Il fait chaud. La chaleur matinale laisse augurer une rude journée, d'autant que l'étape sera longue et surtout sportive pour atteindre Espalion. Mon humeur est à la résignation. Ralentir plutôt, baisser la tête et ménager mes forces semble être mon attitude face à l'adversité. Comme la transpiration est intense, il faut prévoir l'eau, le remplissage de la gourde autant de fois que nécessaire sur notre itinéraire programmé, prévoir aussi le casse-croûte du midi dans une boulangerie. Un bout de pain suffit pour une pause courte et une digestion rapide. Ne pas baisser la vigilance contre un relâchement des jambes et de la tête. Il faut terminer vite l'étape quand il fait chaud pour diminuer la fatigue. Mais aujourd'hui la fin de parcours est carrément éreintante. Une montée sur le lit de cailloux d'un torrent desséché avant d'arriver à Espalion n'en finit pas, d'autant qu'avant d'arriver au sommet le sentier tourne le dos à la ville, et se met à serpenter dans un bois avant de revenir dans la bonne direction. Enfin l'arrivée sur la côte, avec quelques pèlerins. Nous posons notre sac avec soulagement, et nous nous accordons un moment de repos. Étonnant panorama. Vu d'en haut, le paysage est magnifique. Réconfort pour l'esprit, repos pour le corps. De petits vallons verdoyants et des bosquets avec parfois de l'ombrage rafraîchissant s'étendent tout autour de nous. À nos pieds, nous pouvons admirer la ville d'Espalion avec sa vieille église de pierre rouge dans la vallée au bord du lot. Le fleuve s'étire nonchalamment en bas, le long de la route que nous avons quittée et qui nous aurait épargné tant d'efforts et de fatigue si nous nous étions dispensés du vrai chemin. Chemin de croix parfois, mais chemin de joie, toute la symbolique du chemin. L'arrivée est toute proche. Il faut descendre pour atteindre le gîte communal au milieu de la ville. Après, c'est le rituel habituel. Il faut réserver une place dans un dortoir de 6 à 8 personnes, disposées en lits superposés. Le gîte ici est très confortable et semble avoir été refait récemment. Il faut acheter la nourriture pour préparer le dîner de ce soir. Petit conseil convivial pour se mettre d'accord sur le menu. Beaucoup de figures connues ce soir. Marco le Suisse, instituteur, il ne tardera pas à rentrer dans son pays pour la reprise scolaire. Gérard le Breton avec qui je ferai équipe jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, Bernard l'Allemand déjà cité, qui fait toujours le guide des pèlerins, très à l'aise avec son éminence grise sur les langages européens. Yvan le Norvégien est là, un peu fatigué, et parle de prendre quelques jours de repos et d'autres pèlerins encore. Le gîte n'est cependant pas complet ce soir. Nous faisons nos courses sur le marché des producteurs qui tiennent boutique, aujourd'hui, pas très loin. Au menu, spécialités du pays, grillons, saucisses, etc., sans oublier 1 ou 2 bouteilles de vin de Cahors, c'est la région. Ce soir nous sommes attristés par l'abandon de James, l'Irlandais, et de Virginie. James est une figure bien sympathique que j'avais rencontrée à Chanalei dans la Margeride avec Bernard présent ce soir. Celui-ci semble très affecté par son abandon car ils ont marché ensemble longtemps, l'un et l'autre marchant très vite. Ils avaient le même rythme en moyenne, mais l'Allemand montait les côtes plus vite et l'Irlandais le doublait dans les descentes. Chacun son allure, c'était curieux. Lui aussi, je le croyais à tout jamais devant, mais je le savais pas très loin. Homme de foi, il s'arrêtait dans quelques églises et émargeait toujours sur le livre d'or avec une prière en anglais datée et signée James. Il me précédait toujours d'une journée, et je suis très surpris de le voir à l'agonie de son énergie, dès ce matin. Il régénérait ses forces en mangeant souvent et repartait à son rythme. Il a pu me dépasser 2 fois quand soudain au milieu de l'étape, il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, que le doute était désormais dans sa tête. La mort dans l'âme, prostré, recroquevillé sur son sac calé entre les jambes, à bout de force, il a pris la décision d'abandonner. C'est triste de voir quelqu'un, dynamique et jovial d'habitude, aux abois aujourd'hui, renoncer à poursuivre le chemin qui devait être pour lui un rêve, pour lequel il montrait une exaltation joyeuse. Je suis resté un long moment pour le convaincre de repartir.
Je lui ai proposé d'échanger nos sacs, ses 22 kilos contre mes 14 kilos. Impensable, il avait apporté des livres pour sa documentation. Il ne voulait pas. Il me suppliait de partir et voulait rester seul, peut-être à sa méditation. De toute façon, il ne craignait rien, il aura pris le car. James, l'Irlandais, est infirmier à l'hôpital de Londres, où il fait beaucoup d'heures à ses dires. Virginie était aussi en difficulté aujourd'hui. Partie du puits, elle marchait seule d'un pas moyen, souvent joviale et sympa avec tout le monde avec qui elle avait toujours un mot gentil. Pierre et Christian, avec qui j'ai fait le chemin ensuite, la connaissent bien. Je pense qu'elle a dû rester avec James pour le réconforter. Virginie, âgée d'une trentaine d'années, est experte en pierres précieuses auprès des tribunaux. Profession rare, m'a-t-elle dit. Nous n'avons plus revu aucun des deux. Le gîte municipal dans un immeuble au milieu de la ville vient juste d'être rénové. Des chambres de 4 ou 5 lits superposés, une cuisine bien équipée à la disposition des pèlerins, des placards garnis de victuailles de première nécessité sans doute apportées par une association bienfaitrice, ici l'hébergement est très confortable. L'ambiance avec ce petit monde est fort agréable aussi. C'est une bonne journée. 9e étape. Direction Colignac. L'étape est très dure, toujours la chaleur. Il me semble que les collines qui se succèdent sont plus abruptes que celles d'hier. Je marche comme la veille, avec résignation, tête baissée, avec un pas plus lent et le souci de boire souvent pour prévenir les crampes. La tristesse des abandons d'hier m'incite encore plus à la vigilance, d'autant que Radio Pèlerin, c'est ainsi qu'on échange les nouvelles entre nous, mais les informations ne sont pas toujours vérifiées. En somme, la rumeur nous apprend qu'un pèlerin est très mal en point à Estaing. Et cette personne-là s'avérera être Pierre, avec qui j'ai fait le chemin après Decazeville. Ah, les pieds de Pierre. On en a souvent parlé. Ils ont fait la chronique Faits divers très longtemps. Je vous en reparlerai. Le chemin nous mène à proximité de la belle ville d'Estaing, enserrée dans la montagne avec son château majestueux qui domine la vallée. Avec bon nombre de pèlerins, nous sommes nombreux aujourd'hui. Nous enjambons le vieux pont pour aller prendre une bière à l'entrée de la ville, acheter de quoi manger, simplement un peu de pain et quelques fruits pour le déjeuner sur le pouce. Le site est magnifique. Le vieux pont, le château, les collines alentours qui tombent à pic laissant couler les eaux du Lot tranquilles en ce moment. Pas le temps de flâner. La chaleur est déjà là. Il faut se presser pour finir tôt l'étape. Depuis quelque temps, selon la vraie tradition des pèlerins, je ne réserve plus les gîtes, nous ne sommes pas très nombreux en général. Mais en fait, ici à Colignac, un quart est venu grossir l'effectif et arrivé vers 15h, je me retrouve le dernier inscrit au gîte municipal, juste complet. Alors je n'ai pas le choix. Je dois passer la nuit dans le gîte équestre, 25 places super équipées, au milieu des bois, mais à 1 kilomètre de la ville, sans clé. Étonnant que ce centre ne soit pas barré. Mais on m'a répondu qu'on ne craint pas les voleurs dans le pays. Après le dîner, Bernard m'a prévenu que lui-même y avait dormi et qu'il était difficile d'y accéder. En fait, j'ai galéré en pleine nuit pour trouver le chemin. J'ai dû essayer plusieurs itinéraires avant de repérer le bon. La nuit a été calme et reposante, mais un peu angoissante au début. Une porte barrée est quand même plus sécurisante, mais la fatigue aidant, je me suis vite endormie. Que s'est-il passé aujourd'hui sur l'étape ? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.